14 ateliers avaient examiné ce camion Volvo de transport de bois et avaient rendu le même verdict. C'est fini, c'est bon pour la casse. 50 000 € jetés par la fenêtre, des mois immobilisés dans la forêt, jusqu'à ce qu'une mécanicienne arrive dans une vieille fourgonnette et entende la phrase qui change tout. « Madame, croyez-vous vraiment pouvoir résoudre ce que personne n'a réussi ?» Elle demande la clé, tourne le contact et quelque chose ne colle pas. Que trouve-t-elle à l'intérieur de ce moteur? Personne n'était préparé à le voir. Mon ami, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire et commentez ci-dessous de quelle ville de France vous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Avez-vous déjà vu un Volvo FH12 de près? Ces énormes camions bleus qui ressemblent à des monstres de métal lorsqu'ils sont chargés de grumes. Eh bien, imaginez l'un de ces géants immobilisés, morts, cernés par la végétation dense et des flaques de gazole séchées sur le sol en terre battue. C'est exactement ce que Sophie Laurent a vu lorsqu'elle est arrivée à la scierie d'Arnaud Dubois, près de Metz. Le camion était abandonné depuis 4 mois. 4 mois, mes amis. Et ce n'était pas faute d'avoir essayé. Arnaud avait emmené ce Volvo dans 14 ateliers différents. 14. De Metz à Nancy, en passant par chaque recoin où l'on trouvait une pancarte « mécanique diesel » ou « spécialiste poids lourd ». Chaque atelier réclamait son diagnostic. 3 000 € ici, 5 000 là. Il y en a eu un qui lui a arraché 8 000 €, juste pour jeter un œil et dire qu'il n'y avait rien à faire. Et vous savez ce que tous disaient? La même chose. Moteur HS, transmission fissurée, châssis tordu. Vendez-le à la ferraille, monsieur Dubois, et achetez-en un neuf. Simple comme bonjour. Comme si 230 000 kilomètres au compteur était une raison de décréter la mort d'une machine qui coûtait le prix d'une maison. Arnaud n'était pas homme à abandonner facilement. Il avait acheté ce Volvo d'occasion avec seulement 60 000 kilomètres et en avait pris soin comme de son propre enfant. Il changeait l'huile avant l'échéance, utilisait du gazole de première qualité et ne laissait personne d'autre que lui et son fils aîné le conduire. Alors, comment une machine ainsi traitée avec tant de zèle pouvait-elle simplement mourir? Il ne l'acceptait pas, n'y parvenait pas. Mais les 50 000 € dépensés en diagnostic inutile avaient épuisé non seulement son portefeuille, mais aussi son espoir. C'est alors que le cousin de sa femme, qui vivait à Langres, a mentionné le nom d'une mécanicienne, une femme, avait-il dit, presque en s'excusant. Mais on dit qu'elle est vraiment douée. Arnaud a appelé plus par désespoir que par conviction. La voix de l'autre côté était ferme, directe. Sophie n'a fait aucune promesse, n'a rien garanti. Elle a juste dit « Envoyez-moi l'adresse, je vais jeter un œil ». C'est un mardi matin que sa fourgonnette blanche s'est arrêtée dans la cour de la scierie. Arnaud l'attendait avec 2 employés qui avaient interrompu leur travail juste pour voir la jeune mécanicienne qui allait tenter l'impossible. Sophie est descendue de la camionnette avec l'air de ne pas se soucier de l'audience. 62 mètres, cheveux attachés en une queue de cheval serré, combinaison de mécanicien bleu marine, maculé de vieille et de nouvelle graisse. Elle a ouvert la benne de sa fourgonnette et a sorti une caisse à outils jet d'or qui pesait facilement 40 kilos. Elle l'a portée seule jusqu'au Volvo, sans demander d'aide, sans se plaindre. Arnaud a presque ri, mais il avait perdu trop d'argent pour avoir le sens de l'humour. Vous croyez vraiment réussir ce que 14 ateliers n'ont pas pu faire? Sa voix était plus rude qu'il ne l'avait voulu. Sophie ne l'a même pas regardé. Je ne sais pas, mais je ne vais pas facturer 8 000 € juste pour donner un avis. Elle a tendu la main. Donnez-moi la clé. Arnaud lui a remis le trousseau de clés, ressentant un étrange mélange de gêne et de curiosité. Sophie est montée dans la cabine du camion, a ajusté le siège, a vérifié les rétroviseurs comme si elle allait partir rouler d'un instant à l'autre, puis a tourné la clé de contact. Le moteur du Volvo a toussé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et s'est éteint dans un silence pesant qui a résonné dans toute la cour. C'était un silence qui portait toutes les défaites précédentes, tous les diagnostics erronés, tout l'argent jeté par la fenêtre. Sophie est descendue de la cabine sans un mot, a marché jusqu'à l'avant du camion.
à déverrouiller le capot d'un mouvement précis et à soulever cette énorme plaque de métal qui protégeait le cœur de ce géant bleu. Et là, mes amis, elle s'est plongée dans cette jungle de tuyauteries chromées, de faisceaux électriques colorés, de colliers métalliques et de composants recouverts d'une épaisse couche de poussière de sciure mêlée à de l'huile brûlée. Le moteur Volvo D12 est une œuvre d'ingénierie suédoise. 6 cylindres en ligne, 12 litres de cylindrée, capable de générer 420 chevaux de puissance pure lorsqu'il est en bonne santé. Mais celui-là était malade et exhalait l'odeur de la maladie. Sophie connaissait cette odeur, du gazole vieux avec cette touche légèrement sucrée d'un carburant qui a stagné trop longtemps dans le réservoir. Du caoutchouc fondu, probablement d'un tuyau qui avait travaillé au-delà de ses limites. Et sous tout cela, cet arôme métallique, presque ferreux, que seuls les moteurs avec de graves problèmes internes exhalent. C'était l'odeur du métal qui frotte là où il ne devrait pas, de pièces souffrant d'un manque de lubrification adéquate, d'une machine demandant de l'aide dans une langue que seuls ceux qui la comprennent vraiment peuvent entendre. Elle a commencé par les bases. Elle a connecté un manomètre analogique au rail commun du système d'injection, celui qui est responsable de maintenir le carburant sous très haute pression, avant qu'il ne soit pulvérisé dans les cylindres. La pression était dans les paramètres. Étrange. Elle a vérifié le retour de carburant, mesurant la quantité de gazole qui retournait au réservoir sans être brûlé. Normal aussi. Elle est ensuite passée aux injecteurs piézoélectriques, ces minuscules et très coûteux composants qui s'ouvrent et se ferment des milliers de fois par minute, avec une précision de millisecondes. Elle a testé la résistance électrique de chacun, tous dans les spécifications. Les employés de la scierie avaient déjà repris le travail. Arnaud est resté 1 heure de plus à observer, puis s'est lassé et est allé s'occuper de ses propres affaires. Sophie ne l'a même pas remarqué. Elle était dans un autre monde, en dialogue silencieux avec cette machine que tout le monde avait abandonnée. Pendant 2 jours entiers, elle a cartographié le système de refroidissement, a vidé le radiateur dans un seau, observant la couleur du liquide de refroidissement. Il était trop sombre, avec de petites particules de rouille en suspension. Ce n'était pas bon signe, mais cela n'expliquait pas non plus la panne catastrophique que le moteur présentait. À l'aide d'un endoscope industriel, une caméra flexible de la taille d'un stylo qu'elle avait acheté lors d'une vente aux enchères d'outillage, Sophie a inspecté chaque millimètre des galeries internes du bloc, cherchant des fissures, des dépôts de calcaire, tout ce qui pourrait bloquer la circulation adéquate du liquide de refroidissement. Rien. Le 3e jour, elle avait déjà écarté les problèmes de turbocompresseur. Elle avait démonté la valve EGR, responsable de la recirculation d'une partie des gaz d'échappement pour réduire les émissions, et l'avait trouvée sale, mais fonctionnelle. Elle avait vérifié la pompe à haute pression de carburant, ce composant qui travaille sous des contraintes absurdes pour maintenir le gazole à plus de 100 bars de pression. Tout fonctionnait comme prévu. C'est alors que Sophie a décidé de faire quelque chose qu'aucun des 14 mécaniciens précédents n'avait fait. Elle allait démonter le carter inférieur. Arnaud a failli faire une crise en voyant cela. Pour l'amour du ciel, cela va occasionner une dépense énorme. Chaque vis coûte une fortune. Sophie l'a regardé avec ses yeux bruns qui semblaient voir à travers les choses. « Monsieur, vous avez déjà dépensé 50 000 € en diagnostic. Voulez-vous dépenser 50 000 de plus sans savoir ce qu'il y a dedans? Ou voulez-vous dépenser 500 € en joint neuf et découvrir la vérité ?» Arnaud a dégluti difficilement et a acquiescé. Et là, allongé sur le sol en terre battue de la cour, le soleil de l'Est brûlant son dos, même à travers sa combinaison, Sophie a commencé à desserrer une par une les 32 vis qui fixèrent le carter inférieur au bloc moteur. Chaque vis avait un couple de serrage spécifique, une séquence de serrage qui devait être respectée lors du remontage. Mais maintenant, c'était le moment d'ouvrir, d'exposer les entrailles de cette machine, de trouver enfin la vérité qui s'y cachait. Lorsque le carter s'est finalement détaché du bloc,
avec ce bruit de succion que le métal étanche fait en se séparant, Sophie a senti dans ses mains le poids de cette énorme plaque en aluminium moulé. Elle devait peser environ 15 kilos, facilement. Elle l'a déposée au sol avec précaution, comme on manipule une pièce de musée, puis a levé les yeux vers le ventre exposé du moteur. Le vilebrequin était là, suspendu entre les parois du bloc, avec ses bielles et ses pistons, formant cette géométrie parfaite qui transforme les explosions contrôlées en mouvements rotatifs. Mais ce n'était pas cela qui attirait l'attention de Sophie à ce moment-là. C'était ce qui se trouvait au fond du carter d'huile. « Mes amis, avez-vous déjà vu de l'huile moteur usagée, ce liquide sombre, presque noir, qui s'écoule épais quand il fait froid? Eh bien, au fond de ce carter, il y avait environ 3 litres de vieille huile. Mais ce n'était pas tout. Mélangé à l'huile, il y avait des dépôts de résidus métalliques qui brillaient de différentes nuances sous la lumière de l'après-midi. Sophie a pris une spatule en bois et a remué lentement ce liquide sombre. Au bout de la spatule, lorsqu'elle l'a soulevée, il y avait des particules de bronze avec cette teinte dorée légèrement rougeâtre qui ne se confond avec rien, et aussi de la limaille de fer gris argenté, fine comme du talc. Elle a pris un chiffon propre, a filtré une petite quantité de cette huile et a étalé les résidus sur un papier blanc. Le motif était révélateur. Beaucoup de bronze, trop de bronze. Et la distribution n'était pas uniforme sur le papier. Elle était concentrée d'un côté, comme si une partie spécifique du moteur s'usait de manière accélérée. « Coussinets de bielle », murmura Sophie pour elle-même. Les coussinets de bielle sont des composants critiques dans tout moteur. Ils sont situés entre le vilebrequin et les bielles, permettant au mouvement violent des pistons d'être transférés en douceur à l'arbre qui fera tourner et bouger le camion. Ces coussinets sont faits d'un alliage de bronze, conçu pour supporter des pressions absurdes et des températures infernales. Lorsqu'ils commencent à s'user, ils libèrent exactement ce type de résidu. De la poudre de bronze mélangée à de la limaille de fer. Mais voici le détail qu'aucun des 14 mécaniciens précédents n'avait remarqué. L'usure n'était pas généralisée, et toutes les bielles ne souffraient pas ensemble, comme ce serait le cas si le problème était un manque d'huile ou une huile de mauvaise qualité. C'était quelque chose de localisé, spécifique, un cylindre, peut-être 2, au maximum. Arnaud était revenu et observait de loin, les bras croisés, avec cette expression de quelqu'un qui ne sait plus s'il doit garder espoir ou préparer son cœur à une nouvelle déception. Et sa voix est sortie basse, presque craignant la réponse. Sophie n'a pas répondu immédiatement. Elle a pris une lampe torche LED haute puissance et a éclairé l'intérieur du moteur, étudiant chaque bielle, chaque piston, cherchant des signes visuels d'usure anormale. C'est alors qu'elle a vu, dans le 5e cylindre en partant de l'avant, il y avait des marques sur les parois, des marques verticales, des rayures fines, mais profondes, qui montaient et descendaient en suivant le mouvement du piston. « Je dois retirer les culasses », dit-elle, se tournant finalement vers Arnaud. L'exploitant forestier a écarquillé les yeux. « Les culasses, ça ne va pas. Ça ne va pas tout abîmer pour de bon. » Sophie a essuyé ses mains sur un chiffon déjà si sale que ça ne faisait plus de différence. « Monsieur Dubois, laissez-moi vous expliquer une chose. Un moteur n'est pas une bête féroce. Un moteur, c'est des mathématiques, c'est de la physique, c'est une relation de cause à effet. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cylindre 5. Je dois voir la culasse pour comprendre ce que c'est. » Mais les autres mécaniciens ont dit que... Sophie l'a interrompu, mais sans grossièreté, juste avec fermeté. Ils ont connecté un scanner, vu des codes d'erreur, changé des capteurs, changé des modules et facturé cher. Aucun d'entre eux n'a vraiment mis la main à la pâte. Aucun d'entre eux n'a regardé à l'intérieur. Arnaud est resté silencieux un long moment, puis a hoché la tête lentement. « Allez-y. » Et Sophie y est allée. Retirer les culasses d'un moteur Volvo D12 n'est pas une tâche d'amateur. Il y a 2 culasses, une de chaque côté du moteur 6 cylindres
fixés au bloc par des vis qui doivent être desserrées dans une séquence spécifique pour éviter toute déformation. Chaque vis a un couple de serrage qui peut atteindre 140 Nm, l'équivalent de suspendre 14 kg au bout d'une clé d'1 mètre de long. Sophie a travaillé toute la journée là-dessus. Les vis étaient corrodées par l'humidité typique des routes difficiles de la région où les camions forestiers passent la moitié du temps à traverser des chemins boueux. Certaines vis ne voulaient absolument pas sortir. Elle a dû utiliser un dégrippant, ce spray qui dissout la rouille, et attendre. Attendre avec patience, car forcer une vis bloquée garantit de casser le filetage et de transformer un problème en catastrophe. Lorsque le soleil a commencé à descendre, teignant le ciel d'orange et de violet, Sophie a finalement soulevé la première culasse. Elle était lourde, environ 50 kilos d'aluminium moulé, avec les soupapes, ressorts et culbuteurs encore montés. Elle l'a déposée sur un tréteau en bois qu'elle avait improvisé, puis a reporté son attention sur le bloc exposé. Et là, c'était là. Là était la vérité qui avait coûté 50 000 € en diagnostic erroné. Le cylindre numéro 5 présentait des marques de surchauffe localisées. Les parois internes, qui devraient être lisses et brillantes comme un miroir, étaient marquées de rayures verticales sombres, brûlées, là où le piston avait frotté sans lubrification adéquate. C'était comme regarder la peau de quelqu'un qui aurait subi une grave brûlure. Le métal était endommagé, mais il n'était pas fissuré. Il y avait encore du salut, mais pourquoi seulement ce cylindre? Pourquoi seulement là? Sophie savait que les moteurs Volvo D12 avaient un système de lubrification par pression extrêmement robuste. Une pompe à huile à grand volume envoyait constamment de l'huile sous pression vers tous les points critiques du moteur. Coussinet de bielle, arbre à cames, culbuteur, piston. Le système était redondant, conçu pour fonctionner même dans des conditions extrêmes. Une panne localisée ainsi, dans un seul cylindre, ne pouvait avoir qu'une seule origine, une obstruction. Quelque chose bloquait le canal d'huile qui alimentait spécifiquement ce cylindre. Le lendemain matin, Sophie est arrivée tôt avant que le soleil ne chauffe trop. Elle avait apporté un outil qu'elle gardait pour des occasions spéciales, une tige flexible en acier inoxydable avec une pointe magnétique, du genre que les mécaniciens utilisent pour récupérer des vis tombées dans des endroits impossibles. Mais elle allait utiliser cette tige pour quelque chose de différent. Elle allait explorer les artères de ce moteur, les canaux étroits où l'huile circulait, cherchant le caillot qui était en train de tuer le cylindre 5. Elle a introduit la tige par le canal principal de lubrification, sentant du bout des doigts chaque courbe, chaque bifurcation du réseau interne de conduit. Le bloc moteur est comme une ville souterraine de canaux, tous connectés, tous servant un but spécifique. Sophie connaissait cette architecture par cœur. Elle avait étudié des schémas, elle avait démonté des moteurs Volvo auparavant. Elle savait où chaque canal menait. Lorsque la tige a atteint le coude à 90 degrés qui alimentait le cylindre 5, elle a senti une résistance. Son cœur s'est accéléré. C'était là, ça devait être là. Elle a retiré la tige doucement, avec précaution, pour ne pas pousser ce qui bloquait encore plus loin. La pointe magnétique est revenue, portant quelque chose de petit, de sombre, imbibé de vieille huile. Sophie a posé cela sur un chiffon propre et l'a éclairé avec sa lampe torche. C'était un fragment de joint de culasse, un morceau d'environ 2 centiles fait de ce matériau composite, de fibres et de caoutchouc qui scelle l'interface entre le bloc et la culasse. La détérioration des bords montrait que cela s'était détaché depuis longtemps, des mois peut-être, et s'était logé là, dans ce coude à 90 degrés comme un bouchon dans une bouteille. « Mon Dieu du ciel !» a murmuré Arnaud. Il s'était approché sans que Sophie ne le remarque. « Tout ça, à cause de ça ?» Sophie a pris le fragment entre ses doigts, sentant la texture caoutchouteuse déjà desséchée. À cause de ça, regardez, quand l'huile est froide, elle est plus visqueuse, plus épaisse. Elle arrive à forcer le passage à travers ce blocage sous pression. C'est pourquoi le moteur fonctionnait mieux le matin, quand il était froid.
Mais quand il chauffait, l'huile devenait fine, plus fluide, et la pression chutait. Elle ne pouvait plus passer. Le cylindre 5 se retrouvait sans lubrification. Le piston frottait contre la paroi, le coussinet de bielle commençait à fondre. Et aucun atelier n'a vu ça. Personne n'a cherché plus loin. Tous sont partis du principe que le problème était électronique. Système d'injection, capteur, module. C'est plus facile de changer une pièce électronique et de facturer 5 ou 6 000 euros que de démonter un moteur entier. Et c'est plus rapide aussi. Arnaud a passé la main sur son visage. Incrédule. Et vous? Vous avez réussi à trouver en 5 jours ce que 14 ateliers n'ont pas trouvé en 4 mois. Sophie a rangé le fragment de joint dans un petit sac en plastique, comme on garde la preuve d'un crime. Et d'une certaine manière, c'était exactement cela. Preuve de négligence, de paresse technique, de mécaniciens qui avaient perdu le respect de leur profession, qui préféraient le chemin facile du scanner et du remplacement de modules au lieu du travail honnête d'un véritable diagnostic. « Monsieur Dubois », dit-elle maintenant, le regardant droit dans les yeux, « vous devez comprendre une chose. Ce fragment s'est détaché parce que quelqu'un, à un moment donné, a mal changé le joint de culasse. Ça a pu être dans un atelier, ça a pu être chez un concessionnaire, je ne sais pas. Mais celui qui l'a fait n'a pas nettoyé correctement les surfaces avant de monter le nouveau joint. Il a laissé des morceaux de l'ancien joint collés et, avec le temps et la température, ces morceaux se sont détachés et sont entrés dans le circuit d'huile. Ça veut dire que votre moteur n'était pas mort. Il ne l'a jamais été. Le problème n'était pas structurel, c'était une obstruction, un petit morceau de caoutchouc de 2 cm qui vous a coûté 50 000 euros en diagnostic inutile et 4 mois de camion à l'arrêt. Arnaud s'est assis sur une pierre à proximité, comme si ses jambes ne supportaient plus le poids de son corps. Il n'a pas pleuré, mais est resté silencieux un long moment, assimilant cette information. Sophie ne l'a pas pressé. Elle connaissait le poids de ce moment. Elle savait ce que c'était de découvrir qu'on avait eu raison tout ce temps, que son instinct était juste, que la machine que tout le monde avait condamnée à mort avait encore de la vie. Elle-même avait traversé cela. Elle avait été renvoyée de 3 formations techniques pour ne pas avoir le profil pour la profession. Elle avait entendu de la part de professeurs, de collègues, de chefs d'atelier que les femmes n'étaient pas faites pour le travail lourd, que la mécanique diesel n'était pas un endroit pour les jeunes filles. Et pourtant, elle était là, prouvant qu'un véritable diagnostic n'a rien à voir avec la force physique ou le genre. Il a à voir avec la méthode, la patience, la volonté d'aller au fond des choses, de se salir les mains jusqu'au poignet, de ne pas abandonner quand tous les autres ont déjà abandonné. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a demandé Arnaud, levant enfin les yeux. Sophie était déjà en train de prendre le micromètre dans sa caisse à outils. « Maintenant, on répare pour de bon, mes amis. Réparer un moteur n'est pas comme changer une ampoule grillée. Ce n'est pas une question de retirer ce qui est mauvais et de mettre une nouvelle pièce à la place. Non, un moteur est un organisme vivant de métal et de précision, où chaque composant dépend de l'autre, où des tolérances de centièmes de millimètre font la différence entre une machine qui fonctionne sur 200 000 km et une qui se détruit en 100 000. Sophie le savait. C'est pourquoi, ce jeudi matin, elle n'a pas commencé par simplement remplacer le piston du cylindre 5 et prier pour que ça marche. Non, elle allait faire les choses correctement, comme elle l'avait appris à 15 ans. En observant son père travailler sur des moteurs Scania et Mercedes-Benz dans l'entreprise de transport de grains à Colmar. La première chose qu'elle a faite a été de mesurer. Elle a pris le micromètre d'intérieur, cet instrument de précision qui ressemble à une pince allongée avec un cadran au bout, et a commencé à mesurer le diamètre intérieur du cylindre 5 en plusieurs points différents. En haut, au milieu, en bas. Puis elle tournait de 90 degrés et mesurait à nouveau, parce que les cylindres ne s'usent pas uniformément, vous savez. Ils ont tendance à devenir ovales à cause de la pression latérale que le piston exerce pendant le mouvement.
Les chiffres qui apparaissaient sur le cadran du micromètre confirmaient ce qu'elle attendait déjà. Le cylindre était sorti de la mesure standard, il était usé, ovale, avec des différences allant jusqu'à 15 centièmes de millimètre entre un point et l'autre. 15 centièmes peuvent sembler insignifiants, mais dans un moteur diesel haute performance, c'est un gouffre. C'est assez d'espace pour perdre de la compression, pour brûler de l'huile, pour faire travailler le moteur avec seulement 80% de la puissance qu'il devrait avoir. Il faudra le réaliser, dit Sophie pour elle-même, assez fort pour qu'Arnaud l'entende. Il était là, à environ 3 mètres de distance, observant chaque mouvement comme s'il assistait à une chirurgie à cœur ouvert. Et d'une certaine manière, c'était exactement cela. Réaliser, c'est cher. La voix de l'exploitant forestier avait ce ton de fatigue de celui qui a déjà dépensé au-delà de ses moyens. Sophie a posé le micromètre et l'a regardé. Oui, mais il n'y a pas d'autre moyen. Le cylindre est hors cote. Si je mets un nouveau piston dans un cylindre usé, le problème reviendra dans 6 mois. Il faut faire les choses correctement. Combien? Le réalisage coûtera environ 3 000 €, y compris le transport du bloc. Mais les pièces, nouveaux pistons, segments, coussinets de bielle, joints, pour tout remonter, environ 6 000 €. Arnaud a fait le calcul mentalement. 6 000 € après les 50 000 qu'il avait déjà jetés par la fenêtre. Mais au moins maintenant, il savait ce qu'il payait. Il savait que le problème avait été trouvé, qu'il y avait une solution, que ce n'était pas juste un coup de poker de plus. « Faites-le », dit-il simplement. Mais là, Sophie a dit une chose à laquelle Arnaud ne s'attendait pas. « Non, je ne vais pas l'envoyer pour le réaliser. »« Comment ça ? » ?»« Je vais le réaliser ici même. J'ai l'équipement. » Arnaud a écarquillé les yeux. « Vous avez une machine à réaliser les cylindres. » Sophie a esquissé un petit sourire. « J'ai une réaliseuse portable que j'ai achetée à un mécanicien allemand qui est venu travailler à l'usine de Langrès et est retourné en Europe. Elle est ancienne, des années 90, mais elle fonctionne parfaitement. » Et elle fonctionnait réellement. Le lendemain, Sophie est revenue avec sa fourgonnette chargée. Dans la benne, il y avait une machine qui semblait sortir d'un film de science-fiction industrielle, une structure métallique avec un moteur électrique accouplé à un axe vertical, au bout duquel se trouvait un outil de coupe diamanté. La réaliseuse portable permettait de faire le travail sans avoir à retirer tout le bloc du châssis du camion. C'était ingénieux, c'était précis, et c'était incroyablement difficile à utiliser. Sophie a passé toute la matinée à monter la réaliseuse sur le bloc moteur, alignant l'axe de coupe avec une précision millimétrique. Tout désalignement, même minime, entraînerait un cylindre tordu et là, le moteur serait définitivement perdu. Elle a utilisé des comparateurs, ces instruments délicats qui mesurent des variations de millièmes de millimètre pour s'assurer que tout était parfaitement perpendiculaire. Lorsqu'elle a finalement allumé la réaliseuse, le son était impressionnant. Un bourdonnement aigu, métallique, qui faisait vibrer l'air. L'outil diamanté a commencé à tourner à 4000 tours par minute, descendant lentement à l'intérieur du cylindre 5. Sophie avait les mains fermes sur les commandes, les yeux fixés sur l'affichage numérique qui indiquait la profondeur de coupe. L'odeur qui a commencé à se répandre était inimitable, odeur de métal coupé, de fonte raclée par du diamant industriel, avec cette touche légèrement brûlée que le frottement à très haute vitesse produit. De minuscules copeaux de métal tombaient comme une neige métallique, s'accumulant au fond du cylindre. Sophie devait s'arrêter de temps en temps, aspirer les résidus, vérifier les mesures et reprendre la coupe. C'était un travail de patience, de concentration absolue. Une erreur, un mouvement brusque et des mois de travail seraient perdus. Il a fallu 3 heures pour réaliser ce seul cylindre. 3 heures de travail ininterrompu, Sophie ne s'arrêtant que pour essuyer la sueur de son visage avec son avant-bras, car ses mains étaient trop sales et elle ne pouvait pas lâcher les commandes de la machine. Arnaud a essayé d'aider en apportant de l'eau, mais elle a à peine enregistré.
Elle était dans un autre état de conscience, dans cet endroit où il n'y a que vous et la machine, où le reste du monde disparaît et seul le travail demeure. Quand elle a finalement terminé, Sophie a éteint la réaliseuse et a repris le micromètre. Elle a mesuré en 10 points différents, tous les chiffres étant dans la marge de tolérance. Le cylindre était à nouveau rond, parfaitement circulaire. La surface interne brillait comme un miroir, avec les marques de réalisage, formant un motif croisé délicat qui aiderait les segments du piston à s'asseoir correctement. Mais le travail était loin d'être terminé. Sophie devait maintenant changer les coussinets de bielle. Et cela, mes amis, était un travail d'horloger utilisant des outils de géant. Les coussinets de bielle sont situés entre la bielle et le vilebrequin et doivent être retirés sans endommager aucun des deux composants. Elle a utilisé une presse hydraulique portable, appliquant une force graduelle et contrôlée jusqu'à ce que les anciens coussinets sortent de leur logement. Les coussinets retirés étaient un triste spectacle. Le bronze, qui aurait dû être doré et brillant, était noirci, avec des zones où le métal avait littéralement fondu sous la chaleur et le manque de lubrification. On pouvait voir les marques où le vilebrequin avait frotté, creusant des sillons profonds dans le matériau. Quelques mois de plus d'opération et ces coussinets se seraient complètement désintégrés, laissant la bielle frotter directement sur le vilebrequin et détruisant le moteur de manière irréversible. Arnaud a pris un des anciens coussinets dans sa main, sentant son poids. Ça a coûté 50 000 € en diagnostic erroné, dit-il avec un mélange de colère et de tristesse dans la voix. 50 000 € parce que personne n'a eu le courage d'ouvrir le moteur et de regarder vraiment. Sophie n'a pas répondu immédiatement. Elle était occupée à installer les nouveaux coussinets importés directement d'Allemagne. Des coussinets de qualité supérieure faits d'un alliage spécial de bronze avec du plomb et de l'étain, qui supportent des températures allant jusqu'à 300 degrés C sans se déformer. Elle les a légèrement chauffés avec un chalumeau, juste assez pour dilater le métal et faciliter l'insertion dans le logement. Quand il refroidirait, le bronze se contracterait et serait bloqué par ajustement serré sans avoir besoin de colle ou de frein-filet. « Monsieur Dubois, » dit Sophie en travaillant sans quitter des yeux ce qu'elle faisait, « vous n'avez pas perdu 50 000 €. Vous avez payé 50 000 € pour une leçon. La leçon selon laquelle la compétence n'a rien à voir avec le nom de l'atelier ou la taille de l'équipement, elle a à voir avec la connaissance, la méthode et l'honnêteté. Elle a terminé d'installer le dernier coussinet et a commencé à travailler sur les segments de piston. Les segments de piston sont des composants délicats, faits de fonte ou d'acier chromé, qui se logent dans les gorges autour du piston et assure l'étanchéité entre le piston et la paroi du cylindre. Chaque piston comporte 3 segments, 2 de compression qui empêchent les gaz de combustion de s'échapper et un de racleur d'huile qui racle l'excès de lubrification des parois. Sophie a ouvert la boîte de segments neufs avec un soin révérencieux. C'étaient des segments Mali, une marque allemande de première qualité, chaque jeu coûtant près de 1 000 €. Elle a pris le premier segment, ce matériau fin et flexible qui semblait sur le point de se briser dans la main, et a commencé à l'installer sur le piston à l'aide d'un écarteur de segments. C'est un travail délicat, car les segments sont trempés et peuvent se rompre s'ils sont forcés de manière incorrecte. Un par un, elle a installé les 3 segments sur chaque piston, puis elle a vérifié le jeu entre les extrémités de chaque segment, à l'aide d'un jeu de cale, ces fines lames d'acier d'épaisseur variée. Le jeu devait se situer dans une fenêtre très étroite, entre 20 et 50 centièmes de millimètre. Moins que cela, et le segment se dilaterait avec la chaleur et se bloquerait dans le cylindre. Plus que cela, et les gaz s'échapperaient, volant de la puissance. Tout était en ordre, tout était conforme aux spécifications. Vint maintenant la partie que Sophie considérait comme presque spirituelle. Le montage des joints de culasse. Elle avait acheté des joints L-Ring, également allemands, également de première qualité. Pas question d'économiser sur les joints, car un mauvais joint signifie une fuite de compression, une surchauffe et un retour à la case départ. Mais avant d'installer les joints,
Elle a fait quelque chose qu'elle considérait comme sacré. Elle a nettoyé chaque millimètre des surfaces de contact entre le bloc et la culasse. Elle a utilisé une spatule en plastique pour racler tout résidu d'anciens joints. Puis elle a passé un chiffon imbibé de solvant et a enfin tout nettoyé à l'air comprimé. Les surfaces sont devenues si propres qu'on pouvait y voir son propre reflet sur le métal poli. Ce n'est qu'alors qu'elle a placé les nouveaux joints, les positionnant avec une précision millimétrique, s'assurant que tous les trous de passage d'huile et de liquide de refroidissement étaient parfaitement alignés. Et puis, à l'aide d'un palan improvisé, elle a commencé à descendre les culasses sur le bloc. 50 kilos d'aluminium moulé, descendant lentement, guidé par les mains de Sophie, jusqu'à s'emboîter dans les goupilles de positionnement du bloc, avec ce clic satisfaisant que seul un ajustement parfait produit. Les vis de culasse devaient être serrées dans une séquence spécifique du centre vers les extrémités en 3 étapes progressives de couple. Première étape, 40 mm. Deuxième étape, 80 mm. Troisième et dernière, 140 mm plus un quart de tour supplémentaire en utilisant la méthode de serrage angulaire. Sophie a utilisé une clé dynamométrique numérique de haute précision, cet outil qui émet un bip lorsque le couple correct est atteint. Chaque vis était serrée avec des mouvements doux et contrôlés, sans précipitation, sans force excessive. C'était presque méditatif, le son du clic du cliquet, le bip de la clé dynamométrique, le grincement doux de la vis s'asseyant sous pression. Il a fallu 2 heures juste pour serrer toutes les vis de culasse. 2 heures qu'Arnaud a passé à observer en silence, commençant à comprendre pourquoi cette petite femme, qui avait été refusée par 3 écoles techniques, parvenait à faire ce que 14 ateliers spécialisés n'avaient pas réussi. Ce n'était pas la force, ce n'était pas l'équipement, c'était le respect. Respect de la machine, respect du processus, respect de la physique et de l'ingénierie qui régissent le fonctionnement d'un moteur diesel. Lorsque Sophie a finalement remis le carter inférieur en place, avec un joint neuf et 20 litres d'huile mobile Delvac synthétique de première qualité, c'était déjà la fin de l'après-midi. Le ciel était teinté de cet orange intense du coucher de soleil dans la campagne de l'Est, et l'air avait commencé à se rafraîchir. Arnaud était épuisé rien qu'en regardant, mais Sophie semblait infatigable. Elle devait encore reconnecter tous les tuyaux, tous les faisceaux électriques, vérifier la tension des courroies, remplir le système de refroidissement. Chaque connexion était faite avec une attention totale, chaque collier serré au couple correct. Chaque connecteur électrique nettoyé avant d'être branché. Quand tout fut enfin reconnecté, Sophie recula d'un pas et regarda le moteur. Il était impeccable, propre, organisé, chaque composant à sa place. Mais la vraie preuve restait à venir. « Demain matin, on le démarre, dit-elle à Arnaud. L'huile doit redescendre et s'asseoir, et moi, j'ai besoin de dormir. » Arnaud tenta de sourire. « Ah, ça va marcher ?» Sophie le regarda avec ses yeux fatigués mais déterminés. « Oui, parce que j'ai bien fait les choses, et quand on fait bien les choses, ça fonctionne. » Elle ne dit pas cela avec arrogance, mais comme on énonce une loi de la physique, une vérité simple et inébranlable. Cette nuit-là, Arnaud eut du mal à dormir. Il resta allongé dans son lit, regardant le plafond, pensant à tout l'argent perdu, à tous les mois d'angoisse, à combien de trajets il avait manqué, combien de bois il n'avait pas transporté, combien d'argent il avait cessé de gagner à cause de diagnostics erronés et de mécaniciens paresseux. Mais il pensa aussi à Sophie, cette femme qui était arrivée au volant d'une vieille fourgonnette, transportant des outils qui pesaient presque autant qu'elle, et qui avait fait en une semaine ce que les meilleurs ateliers de la région n'avaient pas réussi en 4 mois. Et il se demanda combien d'autres Sophie existaient, combien de femmes compétentes, talentueuses, déterminées, étaient ignorées, sous-estimées, écartées, simplement parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que la société se faisait d'un mécanicien. Le matin arriva, froid à Metz, avec cette brume basse que la campagne produit après des nuits douces.
Arnaud était dans la cour de la scierie depuis 5h30 du matin, arpentant les allées, buvant du café réchauffé dans une thermos, attendant. Sophie arriva à 6h pile, descendit de sa fourgonnette avec une mallette de documents sous le bras et cette expression sereine de quelqu'un qui avait bien dormi, confiante en son travail. « Bonjour, monsieur Dubois. »« Bonjour ?» Sa voix était rauque, nerveuse. « J'ai presque pas dormi. » Sophie lui adressa un sourire compréhensif. « J'imagine. Mais vous pouvez être tranquille. J'ai fait une révision complète hier soir avant de partir. J'ai vérifié chaque connexion, chaque collier, chaque vis. Tout est en ordre. Et si ça ne fonctionne pas ?» Elle s'arrêta, le regarda sérieusement. « Ça fonctionnera, mais si pour une raison quelconque ça ne fonctionne pas, on découvrira pourquoi et on résoudra le problème. Aussi simple que ça. Un moteur n'est pas une loterie, monsieur Dubois, c'est de la science. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au Volvo. Le camion semblait différent sous la lumière douce du matin. Il semblait à nouveau vivant, comme s'il savait qu'il avait été soigné, réparé pour de bon, respecté. Sophie monta dans la cabine, ajusta le siège, boucla sa ceinture de sécurité. Des gestes automatiques, naturels, comme si elle faisait ça depuis 30 ans. Arnaud resta dehors, les mains posées sur l'aile avant, sentant le métal froid sous ses doigts. Son cœur battait si fort qu'il entendait son propre pouls dans ses oreilles. Sophie tourna la clé jusqu'à la position de préchauffage. Les voyants du tableau de bord s'allumèrent, orange et rouge, tandis que les bougies de préchauffage préparaient les cylindres à la combustion. Dans les moteurs diesel, surtout le matin quand l'air est froid, les bougies de préchauffage sont essentielles pour que le carburant se vaporise correctement. 10 secondes. Le voyant de préchauffage s'éteignit. Sophie inspira profondément et tourna la clé à fond. Le démarreur commença à tourner, un son électrique aigu qui faisait légèrement trembler tout le camion. Une rotation, 2, 3, 4, et puis ça arriva. Le moteur Volvo D12 se réveilla. Ce ne fut pas un réveil timide, non. Ce fut un rugissement, un ronflement profond, viscéral, qui commença dans les entrailles, en fonte du bloc, et se répandit dans tout le châssis, faisant vibrer le sol de la cour. C'était le son de 6 cylindres qui s'allument en séquence parfaite, de 420 chevaux de puissance qui reviennent à la vie, de 12 litres de cylindrée, transformant le gazole et l'air en force brute et contrôlée. Arnaud sentit la vibration monter le long de ses bras, traverser sa poitrine, remuer quelque chose au fond de son âme. Ce n'était pas seulement un moteur qui fonctionnait, c'était la preuve physique qu'il avait raison, que cette machine n'était pas morte, que 14 ateliers s'étaient trompés, que 50 000 € avaient été gaspillés, parce que personne n'avait eu la patience, la compétence ou l'honnêteté de faire le travail correctement. Sophie laissa le moteur tourner au ralenti quelques secondes, observant les indicateurs du tableau de bord. La pression d'huile montait rapidement dans la zone verte. La température commençait à monter de manière progressive et contrôlée. Aucun voyant d'alerte allumé, aucun bruit étrange, aucun grincement métallique, aucune fumée anormale sortant de l'échappement. C'était parfait. Elle accéléra doucement, portant le compte tours jusqu'à 1500 tours. Le son changea de tonalité, devint plus aigu, plus plein. Le Volvo chantait comme il n'avait pas chanté depuis des mois. 2000 tours, 2500. Le turbocompresseur commença à entrer en action, forçant plus d'air dans les cylindres, multipliant la puissance. Le sifflement caractéristique du turbo se mêlait au ronronnement grave du moteur, créant une symphonie mécanique que n'importe quel routier reconnaîtrait les yeux fermés. Sophie relâcha l'accélérateur et laissa le moteur revenir au ralenti. Elle coupa le contact, attendit 5 secondes, redémarra. Première tentative, sans hésitation. Le moteur se réveilla au premier tour de clé, s'éteignit. Redémarra. Même chose. Réponse immédiate. Pas de raté, pas de tout. Pas cette souffrance qui avait été la marque de fabrique de ce Volvo ces derniers mois.
Arnaud n'en pouvait plus. Les larmes commencèrent à couler, chaudes, mouillant sa barbe grisonnante. Il n'en avait pas honte. Il n'essaya pas de les cacher. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'une émotion qui ne tenait pas en mots. Sophie descendit de la cabine, essuya ses mains sur un chiffon qu'elle gardait dans la poche de sa combinaison. « Je vais le laisser tourner pendant environ 15 minutes, dit-elle, gardant son ton professionnel, malgré l'état émotionnel d'Arnaud. Je dois vérifier qu'il n'y a pas de fuite, que la température se stabilise, que la pression d'huile reste constante. » Elle commença à faire le tour du camion, s'accroupissant pour regarder en dessous, vérifiant chaque joint, chaque connexion, chaque point où de l'huile ou du liquide de refroidissement aurait pu s'échapper. Rien. Tout sec, tout parfait. Elle retourna au moteur, posa la main sur la culasse, sentant la température monter progressivement. Il ne chauffait pas trop vite, signe que le système de refroidissement fonctionnait correctement. Il n'était pas trop froid non plus, ce qui indiquerait que le thermostat était bloqué ouvert. Après 15 minutes, elle coupa le moteur et prit une jauge d'huile. Elle tira, essuya, réinséra, retira à nouveau. L'huile était propre, dorée, sans signe de mousse ou de contamination par l'eau. « Parfait, monsieur Dubois », appela Sophie. L'exploitant forestier s'approcha, essuyant toujours son visage avec le revers de la main. « Je veux que vous le démarriez maintenant, vous. C'est votre camion, vous méritez de le sentir. » Arnaud monta dans la cabine, les jambes tremblantes. Il s'assit sur le siège conducteur, ce siège qu'il connaissait si bien, où il avait passé des milliers d'heures à rouler sur les routes de terre de l'Est. Il posa ses mains sur le volant en cuir usé, sentant la texture familière sous ses doigts. Il tourna la clé. Le moteur se réveilla au premier tour, et Arnaud ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 4 mois. Il sentit la vie revenir, il sentit l'espoir, il sentit qu'il pouvait reprendre le travail, gagner de l'argent, subvenir aux besoins de sa famille, regarder les employés de la scierie dans les yeux, sans cette honte d'avoir un camion immobilisé qui encombrait la cour. Il accéléra, le moteur répondit avec cette force brutale que seul un Volvo de 420 chevaux peut offrir. Il accéléra encore, encore. Le compte-tours grimpa jusqu'à 3000 tours, et tout le camion vibrait d'une énergie contenue, voulant rouler, voulant reprendre les routes. Quand il coupa le contact, Arnaud resta assis là pendant 1 minute entière en silence, les mains toujours sur le volant, assimilant ce moment. Il descendit de la cabine et alla directement embrasser Sophie. Elle ne s'y attendait pas. Elle fut un peu gênée, mais rendit l'étreinte en lui tapotant le dos. « Merci », murmura Arnaud. « Merci, merci, merci. » Quand ils se séparèrent enfin, il sortit son portefeuille de sa poche. « Combien je vous dois ?» Sophie fit les comptes mentalement. 6 000 € pour les pièces et le réalisage, plus 3 000 pour la main-d'œuvre. 9 000 €. Arnaud secoua la tête. « Je ne vous paierai pas 20 000 €. Monsieur Dubois, on a convenu d'un prix. Je sais ce qu'on a convenu, mais je sais aussi que vous avez fait en 1 semaine ce que personne n'a réussi en 4 mois. Vous avez sauvé mon camion, vous avez sauvé mon entreprise. 20 000 €, c'est encore peu par rapport à ce que vous méritez. » Sophie le regarda sérieusement. « Je ne veux pas 20 000 €. Alors 30, 40, dites-moi un chiffre. » « Ce n'est pas une question de chiffre, monsieur Dubois. » Elle croisa les bras, et à ce moment-là, elle semblait mesurer 3 mètres, malgré ses 1,62 mètres. « Je veux que vous fassiez une chose pour moi. N'importe quoi. Je veux que vous racontiez à tous les exploitants forestiers entre Strasbourg et Mulhouse. Racontez à tous les propriétaires de camions que vous croiserez. Dites que le Volvo que 14 ateliers ont condamné a été ressuscité par une femme qui, elle aussi, a été ignorée, sous-estimée, écartée. » Arnaud déglutit difficilement. Racontez qu'un véritable diagnostic ne se fait pas avec un scanner de dernière génération ou un beau nom d'atelier. Il se fait avec compétence, méthode et honnêteté. Racontez qu'il y a des femmes qui s'y connaissent en moteur diesel mieux que beaucoup d'hommes qui se prennent pour les rois de la mécanique. Sa voix était ferme, sans colère, sans ressentiment, juste ferme.
Racontez ça, monsieur Dubois, et payez les 9 000 € que nous avons convenus. C'est mon prix. » L'exploitant forestier la regarda un long moment, puis tendit la main. Marché conclu. Ils se serrèrent la main, et dans cette poignée de main, il y avait plus qu'un accord commercial. Il y avait du respect, de la reconnaissance. Il y avait la promesse silencieuse que cette histoire serait racontée, et racontée encore, répandue sur toutes les routes de campagne du Grand Est. Mes chers amis, vous savez comment une bonne nouvelle se propage dans une petite ville. C'est comme une traînée de poudre. Ça commence dans un coin, et en quelques heures, tout le monde le sait déjà, a déjà commenté, a déjà un peu enjolivé l'histoire. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Volvo d'Arnaud le lundi suivant. Quand il a repris la route avec ce camion sur les chemins forestiers entre Metz et les exploitations de bois, il n'a pas fallu 2 heures pour que les appels téléphoniques commencent. Le premier venait de Marco, un autre exploitant forestier qui avait vu le Volvo immobilisé dans la cour pendant tous ces mois. « Arnaud, c'est vrai que tu as remis ce camion en marche? Comment as-tu fait ?» Et Arnaud a raconté. Il a raconté chaque détail. Il a parlé des 14 ateliers, des 50 000 € gaspillés, de la femme arrivée dans une fourgonnette blanche avec des outils qui pesaient plus qu'elle. Il a parlé du fragment de joint de culasse logé dans le canal de lubrification, de la réaliseuse portable, des coussinets de bielle allemand, de comment Sophie avait passé une semaine entière à démonter ce moteur jusqu'à trouver la vérité que tout le monde avait ignorée. Marco resta silencieux au bout du fil. Puis il dit seulement « Passe-moi ses coordonnées ». À la fin de cette même semaine, Sophie avait reçu 17 appels. 17. Des chauffeurs routiers, des propriétaires de flotte, des entrepreneurs du secteur agricole, des gens de Nancy, de Chaumont, même d'Épinal, à l'autre bout de la région. Tous avec la même histoire. Des moteurs diagnostiqués comme perdus, des devis astronomiques pour un remplacement complet, des ateliers qui ne savaient que changer des pièces coûteuses sans investiguer en profondeur. Elle n'a pas accepté tous les services, elle ne le pouvait pas. Il n'y avait qu'elle, une fourgonnette et une caisse à outils, mais elle a choisi quelques cas qu'elle a jugés emblématiques. Un Scania R440 d'une entreprise de transport que 3 concessionnaires avaient condamné pour une fissure dans le bloc. Sophie a passé 2 jours à analyser et a découvert que ce n'était pas une fissure du tout. C'était une fissure superficielle dans le carter qui pouvait être soudée avec une technique appropriée. Coût de la réparation, 3 000 €. Devis du concessionnaire pour un moteur neuf, 140 000 €. Il y a eu un Mercedes-Benz Actros d'une entreprise de céréales qui avait un problème d'injection électronique irréparable. Sophie a découvert que le module électronique avait été endommagé par une infiltration d'eau à travers un drain de capot bouché. Elle a nettoyé le module, refait l'étanchéité, résolu le problème pour 800 €. L'atelier spécialisé voulait 8 000 € pour un nouveau module. Et il y a eu le cas qui l'a le plus touché, un vieux Volkswagen Constellation, année 2008, d'un chauffeur routier indépendant nommé Monsieur Bernard, un homme de près de 70 ans qui avait acheté ce camion avec son indemnité de retraite, rêvant de compléter ses revenus en transportant des intrants agricoles. Le camion avait eu un problème. Un atelier avait facturé 12 000 € pour refaire la culasse, et malgré tout, le moteur continuait de défaillir. Monsieur Bernard n'avait plus d'argent. Il pensait vendre le camion pour la moitié de son prix, abandonner son rêve, accepter qu'il avait fait une mauvaise décision dans ses vieux jours. Sophie est allée chez lui un samedi après-midi. La maison était simple, en bois, dans les environs de Metz. Le Constellation était garé dans la cour, entouré de poules qui grattaient sous le châssis. Monsieur Bernard l'a reçu avec ce regard fatigué de quelqu'un qui n'a plus d'espoir, mais qui ne coûte rien de laisser la jeune femme jeter un coup d'œil. Sophie est montée dans la cabine, a démarré le moteur, a écouté avec cette oreille entraînée qui parvient à séparer les sons, à identifier chaque composant par le bruit qu'il fait. Et ce qu'elle a entendu n'était pas un son. C'était un son mal calibré.
Elle a passé l'après-midi entière à travailler sur ce constellation. Elle n'a rien facturé, n'a même pas voulu entendre parler de paiement. Elle a recalibré le système d'injection, ajusté la synchronisation de la pompe à carburant, réglé le jeu des soupapes que l'atelier précédent avait laissé complètement erroné. Quand elle a terminé, le moteur du Constellation fonctionnait mieux qu'il ne fonctionnait quand il était neuf. Monsieur Bernard a pleuré. Il a pleuré comme Arnaud avait pleuré. Il a pleuré et a essayé de la payer, même sans avoir d'argent. Sophie a refusé. « Monsieur, vous me paierez d'une autre manière, a-t-elle dit. Vous ferez ce que monsieur Dubois est en train de faire. Vous raconterez cette histoire, vous la répandrez. » Et il l'a répandue. Notre-Dame, comme il l'a répandue. Monsieur Bernard était connu dans toutes les stations-service, dans tous les restaurants de bord de route, sur toutes les balances routières entre Strasbourg et Reims. Et il l'a raconté à tous ceux qu'il a rencontrés. Il l'a raconté avec fierté, avec gratitude, avec cette émotion de quelqu'un qui a été sauvé alors qu'il avait déjà abandonné. C'est ainsi que le nom de Sophie Laurent a commencé à devenir une légende sur les routes du Grand Est. La mécanicienne qui ressuscite les moteurs morts, disaient certains, la femme qui fait ce que les hommes n'arrivent pas à faire, plaisantaient autres, mais la plupart disaient simplement celle qui travaille vraiment. 3 mois après ce jour où elle avait réparé le Volvo d'Arnaud, Sophie était à un carrefour. Elle avait plus de travail qu'elle ne pouvait en accepter. Elle avait des invitations d'atelier qui voulaient l'embaucher comme consultante technique. Elle avait même une proposition d'un concessionnaire Volvo de Strasbourg, offrant un poste de chef d'atelier avec un salaire qu'elle n'avait jamais imaginé gagner. Mais il y avait aussi autre chose, une idée, une graine qui avait été plantée dans ses conversations avec Arnaud, avec monsieur Bernard, avec tous ces hommes qui l'avaient regardé avec méfiance au début et avec un profond respect à la fin. Un matin de novembre, Sophie a garé sa fourgonnette devant l'école technique d'État de Metz, la même école qu'il avait rejetée 8 ans auparavant, lorsqu'elle avait tenté de s'inscrire au cours de mécanique automobile et avait entendu du coordinateur que le cours était trop exigeant pour les jeunes filles et qu'il y avait d'autres options plus appropriées. Elle est entrée dans le secrétariat et a demandé à parler à la direction. Elle a été reçue par la directrice, une femme d'âge moyen qui l'a regardée avec curiosité. « Je peux vous aider ? Je veux proposer un cours, » dit Sophie direct. « Mécanique diesel avec un accent sur le diagnostic réel. Pas seulement la théorie, pas seulement serrer des vis. Je veux enseigner à investiguer, à penser, à aller au fond des choses, et je veux que ce soit ouvert spécialement aux femmes. » La directrice fronça les sourcils. Spécialement aux femmes, spécialement parce qu'il y a des jeunes filles qui entendent la même chose que moi il y a 8 ans, qu'elles n'ont pas le profil, que c'est trop difficile, qu'elles devraient chercher autre chose. Et je veux qu'elles sachent que c'est un mensonge. Il y eut un silence. La directrice prit un stylo, commença à tapoter sur la table. « Vous avez une formation pédagogique ? Je n'ai aucun diplôme. J'ai été renvoyé de 3 formations techniques, mais j'ai des connaissances, j'ai de l'expérience, et j'ai des cas réels de moteurs que j'ai sauvés alors que des ateliers certifiés avec des mécaniciens diplômés avaient abandonné. » Sophie posa une pochette sur le bureau de la directrice. À l'intérieur, il y avait des photos du Volvo d'Arnaud, du Scania de l'entreprise de transport, du Mercedes-Benz de l'entreprise de céréales, du Constellation de monsieur Bernard, chaque cas documenté avec des photos d'avant et d'après, avec les diagnostics erronés des autres ateliers, avec les coups absurdes qui avaient été évités. La directrice feuilleta la pochette en silence. Elle s'arrêta sur une photo de Sophie accroupie à côté du bloc moteur du Volvo, le visage sale de graisse, et tenant ce minuscule fragment de joint qui avait coûté 50 000 € en diagnostic erroné. « Combien voulez-vous pour le cours ? » ?»« Rien. Je veux le faire gratuitement les samedis pour les filles qui n'ont pas les moyens de payer. » La directrice leva les yeux. « Pourquoi ?» Sophie n'eut pas besoin de réfléchir à la réponse.
Parce que quelqu'un doit ouvrir la porte qu'on m'a fermée. Et si je ne le fais pas, qui le fera? 6 semaines plus tard, le premier samedi de décembre, 15 jeunes filles se sont réunies dans l'atelier de l'école technique de Metz. Elles avaient entre 16 et 23 ans. Certaines venaient des zones rurales, filles d'agriculteurs et de chauffeurs routiers. D'autres venaient de la ville, des jeunes filles qui avaient été découragées de suivre des carrières techniques parce que ce n'était pas un truc de femme. Sophie était devant la classe, dans sa combinaison propre pour l'occasion, les cheveux attachés dans la même queue de cheval que d'habitude, et a dit simplement « Vous êtes ici parce que quelqu'un vous a dit que vous ne pouviez pas l'être. Quelqu'un a dit que c'était trop difficile, trop sale, trop lourd. Et je suis ici pour vous dire que ceux qui ont dit ça avaient tort. » Ce n'est pas une question de force, c'est une question d'intelligence, de méthode et de courage de ne pas abandonner quand les choses deviennent difficiles. Elle prit une clé à molette. Cet outil pèse 200 grammes. N'importe laquelle d'entre vous peut le tenir. Ce qui différencie un bon mécanicien d'un mauvais, ce n'est pas la force du bras, c'est la force de la volonté d'apprendre, d'investiguer, de ne pas accepter les réponses faciles. Les jeunes filles écoutèrent en silence. Je vais vous apprendre à lire les moteurs comme on lit des livres, à écouter les sons qu'une machine fait quand elle demande de l'aide, à ne pas avoir peur de se salir les mains, de démonter quelque chose jusqu'à la dernière vis, si nécessaire pour trouver la vérité. Sophie s'approcha d'un moteur de camion à 6 cylindres qui avait été donné par une entreprise de transport à des fins didactiques. Et je vais vous enseigner la plus grande leçon que j'ai apprise pendant toutes ces années. Il n'y a pas de moteur mort. Il y a des moteurs mal diagnostiqués. Il y a de la paresse. Il y a de la malhonnêteté. Mais quand on travaille bien, avec méthode, avec respect pour la machine, n'importe quel moteur peut être sauvé. Elle regarda chacune de ces jeunes filles. Tout comme chacune d'entre vous peut devenir une excellente mécanicienne, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe le nombre de fois où l'on a essayé de vous faire abandonner. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez déjà prouvé que vous êtes plus forte que le doute. C'est ainsi que tout a commencé. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Dans les mois qui ont suivi, ces 15 jeunes filles ont appris à démonter des moteurs diesel, à interpréter des manuels techniques, à utiliser des micromètres et des clés dynamométriques avec une précision chirurgicale. Elles ont appris à ne pas avoir peur de plonger tête baissée dans des problèmes qui semblaient impossibles. 3 d'entre elles ont trouvé un emploi dans des ateliers avant même de terminer la formation. 5 ont créé leurs propres petites entreprises de maintenance et toutes, absolument toutes, portaient avec elles la leçon que Sophie avait plantée ce premier jour. La compétence n'a pas de genre, elle n'a que de la méthode et de la détermination. Et le Volvo FH12 d'Arnaud. Ah, celui-là a continué de rouler. Il a roulé 150 000 kilomètres de plus sans le moindre problème sérieux. Il est devenu une sorte de célébrité sur les routes de l'Est. Quand il s'arrêtait dans les stations-service, il y avait toujours quelqu'un qui voulait voir le camion que la mécanicienne avait ressuscité. Arnaud ne s'est jamais lassé de raconter l'histoire. Il la racontait dans les cafés, sur les balances routières, lors des réunions syndicales. Et il terminait toujours de la même manière. 14 ateliers ont dit que mon camion était mort. 50 000 € jetés par la fenêtre en diagnostic erroné. Jusqu'à ce qu'une femme, elle aussi ignorée, regarde vraiment et trouve ce que personne n'avait cherché. Alors, mes amis, l'histoire de Sophie Laurent et du Volvo FH12 bleu n'est pas seulement celle de la réparation de moteurs. C'est celle de ne pas accepter le verdict des autres quand votre instinct vous dit qu'il y a encore de la vie. C'est celle d'avoir le courage de regarder plus profondément quand tout le monde a déjà abandonné. C'est celle de comprendre que la vraie compétence se construit avec l'étude, la pratique, l'humilité d'apprendre et le courage de défier les vérités établies. Et c'est celle d'ouvrir des portes qui ont été fermées, des portes qu'on vous a dit que vous ne pouviez pas franchir. Parce que si vous avez réussi à passer, malgré tout, vous avez l'obligation de maintenir cette porte ouverte pour la prochaine personne qui viendra derrière. C'est la véritable histoire du Volvo
que 14 ateliers ont condamné, et de la femme qui a refusé de le condamner. Et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, que ce soit ceci: ne sous-estimez jamais, jamais, quelqu'un simplement parce qu'il ne correspond pas au moule de ce que vous pensez qu'il devrait être. Parce que parfois, la personne que tout le monde a ignorée est exactement la personne qui résoudra le problème que personne n'a réussi à résoudre.